Bonjour à tous. On les savait très bons à manger ou encore très toxiques pour la santé. On les reconnaît à leurs pieds surmontés d'un chapeau, mais de qui donc s'agit-il? Des champignons, bien sûr. Figurez-vous qu'il en existe 20 000 espèces en Nouvelle-Calédonie. Moins de 2% de ces espèces auraient été décrites à ce jour. Le travail qui reste à faire pour réaliser un herbier complet reste donc titanesque. Mais le mieux pour s'en rendre compte, c'est de regarder quelques-uns de nos plus beaux spécimens. Tout sur les champignons, c'est tout de suite dans les coulisses de la science. Bonjour Fabien. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de reprendre la collecte qu'on vient de faire sur la parcelle en forêt. Et je suis en train de mettre un numéro à chaque espèce qui est différente, de mettre son nom et le nombre d'échantillons qu'on a observés, collectés et quelle était l'écologie en fait, si on l'a trouvé dans quel type de forêt. Et si également, c'est quel type de mode de vie. Est-ce que c'est un champignon qui est associé à des arbres ou un champignon qui s'approfite? Alors, qu'est-ce que c'est un champignon en général? C'est une très bonne question. En fait, je vais revenir sur un aspect. On pense souvent que ça, c'est le champignon. Donc ça, c'est défini champignon. En réalité, ça, c'est l'organe de reproduction qu'on va avoir chez un champignon. Chez un type de champignon en particulier, qu'on va appeler les macromycètes, des gros champignons. Mais l'individu, il va se trouver dans le sol et il va faire des filaments. Donc l'ensemble de ces filaments, en fait, sont des organismes pluricellulaires, forment ce qu'on appelle le mycélium. Et c'est ce mycélium qui va donner l'organe de reproduction. Donc les champignons, ça va être des organismes pluricellulaires avec des filaments entremêlés qu'on va retrouver dans le sol ou par exemple, ou dans du bois. Ça va être également des organismes qui peuvent être unicellulaires. Donc ça veut dire quoi? Une seule cellule, tout simplement comme la levure. La levure qui est utilisée chez le boulanger ou pour fabriquer la bière, c'est également un champignon. Et un autre point qui est également important, c'est qu'au niveau de la paroi des cellules, il y a une substance un peu particulière qui est la chitine, qui est proche de celle des insectes, qu'on retrouve chez les champignons. Donc c'est un ensemble de caractères qui permettent de les définir et ils forment à eux seuls un règne à part entière. Au même titre que les plantes, au même titre que les animaux et d'autres. Et combien y a-t-il d'espèces dans ce règne? En 2008, il a été défini qu'il y avait à peu près 100 000 espèces décrites sur Terre, donc sur la surface de la planète. Et on estimerait au minimum qu'il y aurait 1,5 million d'espèces de champignons sur notre planète. Donc en fait, on connaît un petit peu plus de 6% de cette diversité. Et combien y a-t-il d'espèces en Nouvelle-Calédonie? On aurait au minimum 20 000 espèces sur le territoire en Nouvelle-Calédonie. Vous vous rendez compte? 20 000 espèces en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, c'est tellement exceptionnel que les scientifiques ne se contentent pas de recenser nos champignons, ils les étudient. Quel est leur mode de vie? À quoi servent-ils? Sont-ils des parasites ou des partenaires essentiels aux écosystèmes? Comment les plantes et les champignons font-ils pour cohabiter et évoluer ensemble? Quelles relations entretiennent-ils avec les autres espèces? Et si on allait découvrir tout cela sur le terrain? C'est ce fil qui permet de délimiter la parcelle? En effet, là on arrive sur la parcelle. Donc ce sont des parcelles qui font 30 mètres par 30 mètres. Et ces parcelles, elles nous permettent de faire un suivi dans le temps de la production des carpophores, donc de l'organe de reproduction, ce que les gens appellent communément le champignon. Donc on vient là tous les mois et chaque mois, on va regarder ce qui est présent. Et on s'intéresse à un groupe en particulier, c'est un groupe de champignons qui est associé aux arbres en fait, parce qu'on a des projets sur ces champignons-là. Qu'est-ce que ça veut dire associé à cet arbre? Alors en fait, ce sont des champignons qui sont symbiotiques de plantes, c'est-à-dire qu'ils vont s'associer, il va y avoir des échanges à bénéfice réciproque. C'est-à-dire que
Le champignon va aller prendre de l'eau, des éléments minéraux qui sont présents dans le sol, va le donner à la plante. Et la plante, elle, va donner des sucres qui sont issus de la photosynthèse. Donc c'est vraiment des échanges à bénéfice réciproques. Mais il y a également des champignons qu'on va retrouver au sol qui dégradent la matière organique qui est dans le sol, ou sur des feuilles par exemple, également sur des bois morts. Et il y a d'autres champignons qui sont parasites de plantes, c'est-à-dire qui vont se développer au détriment de la plante. Donc ici par exemple actuellement c'est la rouille des myrtacées dont tout le monde parle et qui est un pathogène d'une famille particulière de champignons. Est-ce que les champignons ont un rôle important dans notre écosystème? Complètement, oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on les étudie. Alors, les champignons ont des rôles essentiels, c'est-à-dire qu'ils vont participer, par exemple, à la dégradation de la litière. Donc, ils vont participer à dégrader cette litière. Sinon, si les micro-organismes n'étaient pas présents dans les champignons, cette litière s'accumulerait. Donc, ils la dégradent et ils remettent en circulation les éléments comme le carbone, l'azote et d'autres éléments qui sont indispensables à d'autres organismes. Donc, ils ont des rôles essentiels dans le fonctionnement des écosystèmes. Alors ça, c'est d'un point de vue, c'est un petit peu compliqué, mais de fonctionnement, mais ils ont également des rôles pour l'homme extrêmement importants. On peut citer par exemple des champignons qui sont capables de produire des antibiotiques, donc, comme la pénicilline par exemple, qui est issue d'un pénicillium, qui est un champignon. Il y a d'autres applications directes qu'on peut avoir en Nouvelle-Calédonie. C'est par exemple certains champignons dont on parlait tout à l'heure, qui sont des champignons symbiotiques de plantes, ont un rôle, on va dire, de booster de la plante, c'est-à-dire qu'ils vont permettre une meilleure croissance des plantes, une survie des plantules. Donc ils ont des rôles vraiment majeurs dans le fonctionnement des écosystèmes, mais également directement un intérêt pour l'homme. Quelles sont les différentes espèces que nous pouvons apercevoir dans cette forêt? Je t'invite justement à aller voir la collecte qu'on vient de faire sur cette parcelle pour avoir une bonne illustration, une bonne vue de ce qu'on peut trouver dans une forêt humide en Nouvelle-Calédonie. Ça marche? Tu me suis? Allez. Michel, voilà justement ce dont je te parlais, donc ce qui a été collecté par tout le monde là sur la parcelle. Vas-y Kelly, montre-moi un peu. Ouais, d'accord. Donc là, justement, tiens, on a une espèce de chanterelle, une autre espèce, donc on va parler en termes de diversité. Là, autre chose, là, typiquement, un Cortinarius. Alors ça, c'est des champignons qui sont symbiotiques, associés aux racines des plantes. Là, on a quelque chose de très sympa, qui est assez joli, qui est un Weraroa. Donc ça, c'est un champignon saprophyte qui se développe sur la matière organique présente dans le sol. Il y a d'autres espèces. On va avoir par exemple une russule, ici. On a également un lycoperdon, certainement affinité perlatum. Donc là, simplement, on voit bien que sur une seule parcelle qui fait 30 mètres par 30 mètres, on a déjà plusieurs espèces. Et là, en fait, c'est des morphosespèces, c'est-à-dire des espèces qu'on définit sur des critères, ce qu'on observe, des critères morphologiques. Donc là, tu as une vision de ce qu'on a pu observer sous un type de parcelle ici. Et combien y a-t-il de parcelles dans cette forêt? Alors, on a mis en place 3 parcelles. Donc une parcelle sous Notophagus, qui est l'espèce en fait Notophagus equilateralis, c'est-à-dire que la canopée est à plus de 50% dominée par cette espèce-là. Et on a un autre faciès, on va dire une formation à chêne gomme. Donc le chêne gomme, ou également on a une formation qu'on va dire monodominante, comme le Notophagus, c'est-à-dire où la canopée est dominée à plus de 50% par une espèce. Mais on a également ce dispositif dans 2 autres forêts dans le sud. Et justement, je te propose de t'amener dans une autre forêt, sous une parcelle à Notophagus, et à chêne gomme également et mixte, sur le pic du Grand Kaori. Ça te dit? Allez, on y va. On y va. Alors Fabien Caricande, où est-ce qu'on se trouve? Là on se trouve dans la réserve du pic du Grand Kaori. On va retrouver les 3 grands types de faciès de forêt qu'on étudie. C'est 3 grandes formations. On est dans une formation mixte et on le voit très bien. Il n'y a pas un arbre, une espèce d'arbre en particulier qui va dominer, mais il y a bien plusieurs espèces qu'on retrouve en canopée, c'est-à-dire en hauteur. Et Fabien, peux-tu me dire pourquoi il y a des numéros justement sur les arbres? Alors c'est une bonne question. Alors ces sites en fait, celui qu'on a vu le col de Mérange tout à l'heure et ici le pic du Grand Kaori, mais également celui que l'on a sur le col de Yaté, n'ont pas été choisis au hasard. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration qu'on mène avec une collègue australienne, Jennifer Reed, et qui travaille sur ces sites-là depuis 20 ans. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est des parcelles où elle a inventorié les arbres, c'est-à-dire que là on a un numéro et on va savoir exactement quelle espèce c'est. Elle a également regardé d'autres éléments comme les composés dans le sol. Par contre, il n'y avait aucune information sur les micro-organismes dans le sol. Donc quand on a commencé notre collaboration, c'était de voir le lien qu'il pouvait y avoir entre la diversité en espèces d'arbres, d'autres informations comme le sol, la physico-chimie du sol, et comparer ça à qu'est-ce qu'on va trouver au niveau du sol, au niveau des champignons présents dans le sol. Et est-ce que vous procédez de la même façon sur ces parcelles pour répertorier les champignons?
Tout à fait, on procède exactement de la même manière pour qu'on puisse comparer en fait les données qu'on va avoir. Donc on a toujours des parcelles qui font 30 mètres par 30 mètres et on visite ces parcelles une fois par mois avec une durée donnée sur une parcelle et on va donc la parcourir et échantillonner et noter le nombre d'observations pour chaque espèce que l'on va observer. Je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, le patrimoine naturel est assez endémique. Et qu'est-ce qu'il en est pour les champignons? C'est justement la question qu'on se pose. Alors, à savoir, en termes de diversité, on va entendre le nombre d'espèces, mais également l'aspect endémicité, c'est-à-dire des espèces qui sont propres au territoire. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. On peut vraiment savoir si on a des espèces qui sont propres au territoire, il faut qu'on puisse les comparer à ce qu'on a dans le reste du monde. Alors, que font-ils avec tous ces échantillons qu'ils ont ramassés? Eh bien, ils les auscultent sur toutes les coutures parce qu'ils veulent en savoir plus sur toutes les espèces. Ce qu'ils apprennent est parfois surprenant. Petite visite au centre de l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien à l'IRD. L'idée, c'est de voir quelle est la diversité de ces champignons, quelle est la biodiversité de ces champignons, également de voir quel rôle ils peuvent jouer dans le fonctionnement des écosystèmes, quel est leur rapport au niveau fonctionnel, et également, d'un point de vue très pratique, c'est comment les utiliser pour faire de la restauration écologique. Donc, ces champignons, en fait, ils vont notamment booster la croissance des plantes, augmenter la survie des plantules. Donc, on peut tout de suite imaginer l'intérêt qu'il y a à avoir à utiliser ces champignons-là pour inoculer des plants qui pourront ensuite être utilisés pour restaurer des sites miniers. Nous, on travaille sur des champignons un peu particuliers, sur des champignons ectomycorhiziens, donc c'est un nom un peu barbare. En fait, ça vient de Mucus eriza, donc racines et plantes. Et donc ces champignons s'associent au niveau de la racine et forment également ce qu'on appelle l'organe de reproduction à la surface. On va faire des échantillonnages de sol, donc on va travailler sur la face sol, mais également on va prélever les racines et prélever les mycorhizes, donc vraiment l'organe mixte sur les racines, les ectomycorhizes, et on va également travailler sur les carpophores. Donc à partir de là, on va utiliser des outils moléculaires. Simplement, on va utiliser la biologie moléculaire pour identifier qui est présent. On va faire à partir des échantillons, des extractions d'ADN, et on va arriver jusqu'à du séquençage. Donc on va cibler une région particulière. Cette région, elle est variable entre les espèces et très peu variable entre les individus au sein d'une même espèce. Donc on va pouvoir voir quelles sont les différentes espèces présentes, combien il y a d'espèces, quelles sont-elles, et ça, alors quelles sont-elles parce qu'on va pouvoir comparer à des bases de données internationales. À partir de là, on va pouvoir se dire, est-ce qu'il y a des espèces qui sont relativement abondantes, une espèce en particulier, ou des groupes d'espèces intéressantes qu'on pourrait essayer d'isoler, donc d'avoir une culture pure, pour par la suite inoculer des plants. Donc ça, en fait, c'est le cheminement logique du travail. Et on va, sous une binoculaire, on va prélever individuellement chaque mycorhize. À partir de là, on peut travailler sur les mycorhizes et faire justement, utiliser des approches moléculaires pour caractériser la diversité. Pour ce qui est des carpophores, on fait en fait un suivi tous les 3 à 4 semaines sur les parcelles. Et à partir de ce suivi, ça nous permettra d'avoir une autre idée également de la biodiversité. Donc on couple les deux pour avoir vraiment une bonne vision de ce qui est présent. Et à partir de ces carpophores, ce qu'on peut faire également, c'est isoler du mycélium pur sur un milieu de culture. Donc c'est des milieux de culture où on a simplement des nutriments. On coupe en deux le champignon, on prend au niveau du chapeau, on met sur le milieu et on peut arriver à obtenir une culture pure qu'on pourra par la suite utiliser pour faire des essais d'inoculation sur des plants. Donc là, ce qu'on va faire, c'est placer donc, les isolements dans une étuve à 30 degrés. Et ça nous permet, par exemple, là on a 2 exemples. On a ici un cortinaire qui est Cortinarius affinité violaceus et ici un bolet qui ont été obtenus à partir d'un carpophore en fait. Donc on a obtenu du mycélium pur. Ça nous permettra de faire pousser ça en boîte et après d'inoculer sur des plants et de faire des tests de croissance et de survie sur les plantules. En fait, l'idée à terme, c'est bien identifier les espèces qui pourraient être intéressantes, inoculer des plants
qu'on pourra ensuite utiliser pour restaurer des sites miniers. On peut également imaginer avoir des implications au niveau sylviculture, c'est-à-dire la production de plants pour l'exploitation. Donc, c'est ce que vous avez ramassé? Exactement. Ça, c'est les champignons qui ont été collectés sous les notophagus. Donc on va regarder un peu ce qui a été observé et collecté. Donc là, on voit bien qu'on retrouve des espèces un peu différentes. Là, ici, on a ce qu'on appelle un Philoporus. Donc c'est une morpho-espèce, une espèce. Ça, c'est un cortinaire. Pareil, ça va être Cortinarius sp. Donc assez caractéristique. Hein. Là, il y en a des petits noirs. Ah oui, des petits noirs. Donc ça, c'est un Coltricia, donc un autre aspect. Encore une autre espèce qui appartient à un autre genre de champignons. Là, je vais avoir un Ostropacillus calibaeus, qui est encore une autre espèce de champignon, un autre genre. On a quelque chose d'assez marrant. Là, on voit bien au niveau du pied, avec un réseau qui est en relief. Et ça, en fait, c'est un champignon qui appartient au genre Ostroboletus. Donc, c'est vraiment un petit aperçu de la diversité que l'on a. Et Fabien, dis-moi, est-ce que parmi ces champignons, il y a des champignons comestibles? Alors, parmi ceux-là, ici, je pense pas. Alors, en Nouvelle-Calédonie, de manière générale, il y a des champignons comestibles. On peut trouver ici des chanterelles, également sur bois, comme des pleurotes qui vont pousser sur du bois. On va avoir également le champignon chinois qu'on utilise dans les soupes, donc Auricularia. Noir, là. Exactement, ça on va le trouver dans certaines forêts très fréquemment. Donc ce sont des champignons comestibles. Alors par contre, c'est important, il y a également des champignons qui paraissent comestibles, mais qui ne le sont pas, qui sont toxiques. Donc ça arrive fréquemment avec les gens qui viennent de métropole et qui voient un champignon qu'on trouve dans les prairies et qui en fait ressemble à ce qu'on appelle la coulmelle en France, mais qui est en fait quelque chose de complètement différent et qui peut être toxique avec de bonnes intoxications. D'ailleurs, c'est un champignon qui est responsable, il est présent également aux États-Unis, de presque la majorité des cas d'intoxication. Donc on a quelques cas également ici d'intoxication à cause de champignons. Il faut vraiment faire attention, quoi. Voilà, quand on consomme des champignons, il faut déjà bien les connaître, bien connaître également ceux avec lesquels on peut les confondre. Et souvent, ce qui se fait, c'est que les gens, ce qu'on appelle le terroir, c'est-à-dire que les gens vont consommer des champignons qu'ils connaissent, qui sont présents localement, dans la forêt à côté de chez eux, dans une vallée. Donc en fait, ils savent bien les reconnaître et ils les consomment. C'est d'ailleurs transmis après de génération en génération. Et ils savent lesquels prendre et lesquels consommer. Justement, Fabien, je te propose qu'on aille à la rencontre de Mariella, au niveau de la tribu de Tibarama, qui se trouve à Pointe-du-Bier. Et elle ramasse justement des champignons comestibles. D'accord. Et tu sais quelles espèces elle ramasse et elle consomme? Je ne sais pas du tout, mais c'est sa grand-mère qui lui a transmis ce savoir. Et depuis ce jour, elle ramasse toujours les champignons. C'est très intéressant. Bonjour Mariella. Bonjour Michel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller aux champignons, chercher les champignons. Alors Mariella, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour aller ramasser les champignons? Il te faut un panier, bien sûr, pour ramasser. Et un couteau, un pinceau, des ciseaux, mais c'est pas obligatoire les ciseaux. On y va? Oui, allez, on y va. Allez Michel, Allez, en avant. on y va. C'est loin d'ici? Non. Tu vas aux champignons, mais tu as aussi des pommes lianes. Ah, elle est bien faite la nature. Hein. Ah ouais, là il n'y en a plus, il faut aller plus haut encore. Ouais. Ah tiens Michel, il y en a un là. Ah ouais? T'as pas de chance, c'est pas un gros. Hein. Bon je vais le ramasser. Ok. Tu coupes bien. Tu laisses la racine. Voilà, comme ça la racine elle reste. Ah, regarde bien à droite là. C'est très humide par ici. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on trouve les champignons. Un champignon noir. Tiens, deux même. Oh, c'est joli. Voilà. Les brennes? Oui, les pieds de bois morts, mais ils poussent dessus.
les caféeries. Dans les caféeries, on trouve beaucoup. Et comment on reconnaît ce genre de champignon? Tu le trouves sur le bois, il est noir et tu le trouves sur les bois morts. Normalement, on le trouve sur le bois mort, tu vois. Comment on appelle ce champignon en Païchi? On l'appelle kampuru. Kampuru, ça veut dire oreille, tu vois. C'est la forme de ton oreille, là. Ah, ok. Kampuru, ça veut dire oreille en français. Ok. Et comment on peut le cuisiner, ce champignon? Tu le mets dans la viande, le poulet, surtout le poulet au soyou, tu mets dedans, c'est très bon. C'est le champignon qu'on trouve dans les nems. Donc il doit en avoir beaucoup en Asie. Ok. Tiens Mariella, ton panier. Mais là, voilà. J'espère qu'on va le remplir. Espérons. Il est là. Je sais pas s'il est bon ou... Ah non, touche pas. Sinon, on va s'intoxiquer, là. Ils sont un peu petits, là. Il faut trouver un plus gros, des plus gros. Ah, celui-là, hop. Celui-là. Oh, mais il est pas mal, celui-là. On va le couper. Prends ton... Regarde, tu nettoies ici, comme ça tu arrives à la maison déjà prêt pour aller dans la marmite. Et voilà, donc il sert à ça le pinceau. Eh oui. Tiens Mariella, je crois que j'en ai trouvé un. Ah oui, ça y est, Michel. Et tu reconnais, t'es un champion. C'est bien ça. Allez. Alors comment tu as appris à reconnaître les champignons? Ah c'est avec ma grand-mère, celle qui m'a montré. Les champignons comestibles, ce qu'on mange nous. Il ne faut pas ramasser n'importe quoi. Hein. Est-ce que tu les ramasses souvent les champignons? Tous les ans. À la saison, dès qu'il y en a, je les ramasse. Hein. Je ne laisse pas passer, hein, c'est trop bon. Alors Mariella, qu'est-ce qu'on a dans notre panier? Oh, pas grand-chose. Hein. 3-4 moedia, 3-4 kampuru, pas grand-chose aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir revenir, Michel. Bon, Mariella, merci beaucoup pour cet accueil. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle chasse aux champignons. D'accord. Au revoir, Michel. Au revoir. Alors Fabien, comment se reproduisent les champignons? Alors si on prend le cas des champignons macromycètes, c'est-à-dire des champignons qui sont capables de produire des organes de reproduction qui sont visibles à l'œil nu, donc comme celui-là, ça c'est en fait c'est l'organe de reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il va y avoir formation du carpophore. Au niveau de carpophore, il y a une zone qu'on appelle la zone fertile, qui est ici. Et au niveau de ces lames se forment les spores. Donc les spores vont se former et vont disperser par le vent. Alors il y a une autre façon également de se développer, de croître. Par exemple, quand il y a un mycélium qui est dans le sol,
ce médium va être fragmenté et dispersé. Par exemple, un organisme qui est mycophage, qui va gratter le sol, le manger et disperser le champignon. Il va y avoir une espèce, on va dire, de substance à la surface du champignon. Et en fait, il y a une odeur c'est malodorant, une mauvaise odeur. Et les moustiques vont arriver, ça attire les moustiques, ils les dispersent. Donc il y a des insectes qui vont disperser les spores. Donc là, on n'est pas dans la reproduction, mais on est plutôt dans la dispersion avec fragmentation du mycélium. Et où en êtes-vous dans vos recherches? Alors, on a plusieurs projets en cours. Si je parle du projet qui va être lié à ce qu'on a regardé un petit peu aujourd'hui, si je parle des champignons symbiotiques de plantes, là, des champignons ectomycorhiziens, on a pu identifier au niveau du sol et au niveau carpophore, pour le moment, 80 espèces de champignons dans les formations Anotophagus equilateralis. Mais c'est que le début. Donc 80 espèces. Sur ces 80 espèces, quand on compare ça à des bases de données internationales, on n'a qu'une ou deux espèces que l'on retrouve ailleurs. Tout le reste, c'est très loin de ce qu'on connaît ailleurs. Donc ça veut dire soit que c'était ailleurs, mais ça n'a pas été étudié, donc ça n'existe pas dans ces bases, soit ça traduit cette originalité qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Mais si on continue, parce qu'on est en train de traiter les données, justement à toutes les données qui ont été générées par l'équipe, par l'ensemble de l'équipe, si on continue à traiter, on va encore augmenter cette diversité. Donc on se rend bien compte qu'on a une diversité qui est peut-être, on ne le sait pas encore, importante. Donc ce qui veut dire que c'est très important de préserver notre patrimoine naturel. Complètement. Et là l'idée justement de ce qu'on fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire on veut savoir qu'est-ce qui est présent naturellement dedans au départ pour voir sur ce sur quoi on doit s'orienter et est-ce que ça peut nous servir d'indicateur biologique de l'état de santé d'une formation ou de groupe d'intérêt qu'on peut utiliser en restauration. Donc à la base, il est très important de conserver notre patrimoine. Donc Fabien Caricante, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps et j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures avec les champignons. Ça marche, à la prochaine. Merci à toi. Merci à toi Michel. Ciao. Ciao.